Voilà, projet Grand Inga, grandeur et talent d'Achille. Eli Nkumbi. Bienvenue, monsieur Eli. Merci. Voilà, vous êtes là, vous êtes ingénieur civil, vous êtes consultant, vous avez plusieurs casquettes à la fois. Vous êtes beaucoup plus intéressé à ce grand projet Inga. Il y a beaucoup de réalisations pour ce projet. Oui, merci d'abord pour l'invitation, Oui. monsieur David. Avant d'entrer en fait vraiment dans Le vif du le sujet. vif vraiment de ma tribune, grandeur, talent d'Achille. En fait, il faudra d'abord peut-être pour aussi la culture de ceux qui nous suivent, comprendre que le projet, ou soit le projet Inga porte sur une certaine énergie. Cette source-là, c'est une source d'énergie renouvelable qui est l'hydroélectricité. En fait, ce qui va se passer, ou soit le mécanisme qui est, ou soit la technique qui est mise en œuvre, c'est de transformer l'énergie potentielle de l'eau à travers un mécanisme qu'on appelle la turbine. Et à partir de la turbine, cette énergie potentielle de l'eau sera transformée en une énergie mécanique. Et c'est là, à travers l'alternateur, va produire ce que nous consommons comme électricité. Voilà. Mais l'énergie, c'est vraiment, comme je l'ai si bien spécifié, c'est un composant énorme du développement. Maintenant, par exemple, si je prends notre cas, ici, le président, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, avait mis en place le programme national du numérique. Programme national Du numérique, ok. le PNN. Donc, ce programme, quand vous le lisez, ne pourra être réalisé qu'avec la composante énergie électrique. Sans une électrification acceptable de la RDC, le PNN ne sera pas applicable. Maintenant, comme je l'ai si bien expliqué, la grandeur en fait de ce projet-là, Grand Inga. Quand je dis grandeur, je fais allusion au point fort. Le point fort, voilà, de ce grand projet. Voilà. Et par rapport à ces points forts, il y a aussi des points faibles. Oui, je vais arriver, mais je préfère d'abord soulever aussi les points forts, permettez-moi. En fait, le projet Grand Inga a d'abord l'avantage, à partir des potentialités hydroélectriques de notre pays, ce projet offre l'électricité la moins chère de l'Afrique subsaharienne. En effet, le prix moyen de l'électricité en Afrique subsaharienne avoisine les kilowattheures, avoisine le 12 centimes. Alors qu'avec Inga, on a la possibilité de ne même pas dépasser les 3 centimes de dollars, bien sûr, au kilowattheure. C'est aussi un projet intégrateur pour l'Afrique. Parce que produire de l'électricité ici en RDC et l'exporter dans la sous-région, l'Afrique du Sud, le pays de la sous-région, est un point très positif dans l'intégration, du point de vue de l'intégration au sein de la sous-région, parce qu'avec des interconnexions il y aura amplification des échanges économiques entre les pays africains. Ça, c'est aussi un très grand avantage de ce projet. Mais aussi, ce projet est un projet générateur des recettes pour le trésor public. Parce que déjà, quand vous vendez une électricité à moins cher, déjà, c'est très avantageux et puis c'est très attrayant. Maintenant, comme vous avez si bien dit, c'était aussi ça, aussi le but en fait de la tribune, c'était qu'au-delà de ça, il y a aussi des faiblesses. Des faiblesses, oui, effectivement. Voilà. Parce que souvent, quand on parle de la grandeur, le grand Inga, déjà à partir de son adjectif qui montre la grandeur, vous aviez parlé des bénéfices, mais il faut aussi voir aussi les désavantages. Exactement. Voilà. Maintenant, déjà parmi les faiblesses de ce projet, c'est qu'il faudra d'abord considérer que
un projet hydroélectrique de la taille d'Inga nécessite déjà un investissement gigantesque, énorme. Donc, cela nous amène à ce que cela implique directement que l'acheteur de l'électricité qui sera produite soit un acheteur, un client bancable. C'est-à-dire? Cela veut dire qu'il ne faudrait pas qu'après avoir, par exemple, obtenu un prêt, qu'on soit incapable de rembourser. Et ça passe d'abord par un client solvable. Maintenant, pour Inga, à cause de cette situation que je viens de vous montrer, Inga, d'abord si je prends la phase Inga 3, basse chute, c'est là on était en train d'envisager de produire 4800 mégawatts. Là c'était avant, et puis ça a été revu à la hausse vers 2018. On est allé à environ 11 000 mégawatts, donc 11 gigawatts. Maintenant la majorité, ou soit plus de la moitié de cette énergie-là sera exportée vers d'autres pays. Or, en RDC, il y a déjà un problème de déficit. C'est là, surtout la faiblesse majeure. En fait, c'est dans les ressentis de la population, les ressentis sociaux. En fait, la population ne sera pas bénéficiaire direct de Inga. Ça, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Maintenant, c'est comme ça que parmi mes recommandations... là, ce sont les propositions que vous faites. Exactement. Oui. J'ai proposé, c'était déjà aussi une proposition qui était déjà à l'époque quand la Banque mondiale était dans l'assistance technique, avant que l'assistance technique de la Banque mondiale soit retirée, c'est que le projet Inga, comme c'est une production centralisée, c'est-à-dire on produit à un coin éloigné de là où on consomme, il faudrait aussi que ça soit accompagné des projets de micro-centrales et de centrales moyennes qui permettront à ce que la loi de 2014 qui réglemente le secteur de l'électricité soit en fait satisfait. Parce que cette loi voudrait à ce qu'on puisse augmenter l'offre de l'électricité en milieu urbain, périurbain ainsi que rural. Or, avec des petites centrales, ou soit des centrales moyennes, des micro-centrales, nous avons la capacité. Là, c'est plus, je crois bien dans la tribune, je l'ai mentionné, le potentiel hydroélectrique de notre pays, avec le fleuve Congo et son bassin, ça avoisine environ le 100 000 mégawatts. En d'autres termes, 100 gigawatts. Or, Inga, le grand Inga ne prend que 40%. Le reste là est réparti dans 780 sites. Dans les 780 sites sont aussi répartis dans les 145 territoires de notre pays. Alors, l'avantage en fait avec une production répartie, donc avec des centrales moyennes ou des micro-centrales, c'est que nous avons l'avantage de produire à proximité du lieu de consommation. Or, si vous remarquez très bien, Inga, on produit au Congo central, parfois c'est consommé à Kinshasa. Peut-être il faudra que je signale quelque chose. Avec Inga 1 et Inga 2, quand on produit de l'électricité, ce n'est pas directement consommé. On est obligé d'élever la tension électrique. Or, ça a un coût, parce qu'on sera obligé de mettre des transformateurs au niveau de Inga. Oui. Mais, parce que si on élève cette tension-là, c'est parce que la distance qui sépare le lieu de production et le lieu de consommation est grande. Maintenant, avec des centrales moyennes, on n'a pas besoin de passer à un tel exercice. Parce que
Là où on produit, c'est là où c'est non loin du lieu de consommation. Je prends aussi un exemple par rapport aux mines du Katanga. On est censé produire, on produit l'électricité à partir du Congo central. Maintenant, vu que la distance qui sépare le lieu de production, donc Inga et les Katanga, la distance elle est tellement énorme, on est obligé de passer à une autre technique, c'est-à-dire de convertir cette énergie-là. Là, on passe du courant alternatif au courant continu pour éviter aussi des pertes, parce que plus la distance est longue, si vous transportez l'énergie, il y a risque de pertes. Est-ce que tout ça, le projet Grand Inga, tel que Leno l'indique, c'est faisable en République démocratique du Congo? Est-ce que ça va atteindre l'objectif? Ou bien ça va juste rester le no Grand Inga et les années vont passer pour rien? Non, je crois que le projet est réalisable. D'abord, en tant que pays, nous devons faire de notre mieux pour transformer cette potentialité-là, Inga, en richesse. Parce que c'est là aussi, hein, cela implique aussi le leadership de la RDC au niveau de la sous-région. C'est réalisable d'abord le projet. C'est comme on a présenté, il faudra que le projet soit accompagné. Le projet doit aussi avoir une certaine, comme je l'ai appelé, un schéma clair des transferts des technologies, mais c'est aussi une manière aussi d'inclure aussi toutes les couches de la société. Parce que Inga, non seulement en termes d'impact environnemental et social, le projet Grand Inga concerne même les générations futures. La société civile, les partenaires, que ce soit les partenaires extérieurs de la RDC, déjà, il y a un bon vent qui souffle depuis l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi au pouvoir. Il y a le vent de l'ouverture. Parce que ce projet-là a connu beaucoup de faiblesses. Là aussi, je l'ai soulevé parmi les faiblesses. Ça fait partie du passé. C'était d'abord aussi sa gestion. Depuis que le projet avait quitté le gouvernement pour la présidence de la République, il y avait beaucoup des acteurs s'étaient plaints du fait que le projet s'était renfermé en lui-même et ne permettait pas en fait aux autres acteurs qui avant y participaient d'entrer aussi en danse. Voilà. C'est parmi, je crois aussi, c'est parmi des recommandations, comme le président de la République avait déjà signifié cela dans son discours inaugural. Il avait parlé que ce projet sera maintenant géré avec une grande transparence et ouverture. Merci beaucoup. Que beaucoup de gens Vous êtes aussi porte-parole des AGIPRO UDPS. Oui. C'est quoi cette structure? Ouais, je suis le secrétaire général adjoint chargé des communications et médias et porte-parole. En fait, l'AGIPRO UDPS, c'est un mouvement associatif au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Elle a été créée ou initiée en 2018 par l'actuel vice-ministre des Finances, son Excellence Junior Mata. Et aujourd'hui, AGIPRO est implanté sur 15 provinces. Et c'est vous, AGIPRO, qui avez certainement bravé l'état d'urgence, l'interdiction des manifestations. Vous avez manifesté. Là, ça a été clairement expliqué, même à longueur de la journée. Je crois bien même que le parti était entré en contact avec les autorités pour signifier que la liberté d'abord de manifester est reconnue par la Constitution. Et puis quand on manifeste, on n'a qu'à informer. Merci beaucoup. On y reviendra tout à l'heure, notre troisième invité.